Hauts-de-France, je vous présente nos intervenants. Il y a Xavier Bertrand qui doit normalement être avec nous, on va le voir, en visio et qui va répondre à nos questions. Nous avons Laurent Degène, président de la Chambre d'agriculture. Alors Xavier Bertrand, président du Conseil régional, je ne vous le présente pas. Laurent Degène, président de la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France. Qui est Laurent? C'est vous Laurent? Bonjour, enchanté. Stéphane Leduc, vous êtes directeur des marchés agricoles du Crédit Agricole Nord-Pas-de-Calais. Bonjour. Bertrand Acte de l'UNPT, et je présente en dernier, puisque vous représentez la région qui sera également présente avec Xavier Bertrand qu'on voit derrière vous, Marie-Sophie Laine, vous êtes conseillère régionale, vice-présidente du conseil régional, c'est bien ça? En charge de l'agriculture. Oui. Parfait. Xavier Bertrand, bonjour, est-ce que vous nous entendez? Moi, je vous entends très bien, et vous? Parfait, on vous entend très bien. Je présente d'un mot... Vous m'entendez bien? Oui. Vous m'entendez bien malgré la soirée d'hier? Tout s'est bien oui. passé hier soir? Ça s'est très bien passé, je vous remercie. Alors, je vais présenter l'enjeu. Xavier, je vais venir vers vous dans une minute. Je rappelle ici que dans les Hauts-de-France, il y a peu de cas comme ça, et je suis assez fier de le dire, moi qui ai fait de mon métier de l'animation des débats agricoles. Dans cette filière, il y a un potentiel de développement ici qui est unique en France pour la pomme de terre, probablement unique en Europe, et peut-être même dans le monde. Vous le savez, on l'a évoqué un peu dans la première table ronde. C'est ici qu'il y a les surfaces, le savoir-faire, le climat, même si on en discutera, il évolue, il y a quelques difficultés, mais il devrait rester tout de même favorable. C'est ici que le développement de la pomme de terre va ou devrait se faire. C'est quand même assez incroyable, c'est bien de le signaler. 3 opérateurs industriels, je vais les rappeler, j'imagine la plupart d'entre vous le connaissent, mais c'est toujours bon de redire ces choses-là, s'installent. Agristo, dans l'ancienne sucrerie Tereos à Écodœuvre, 500 000 tonnes. Clarbout, ici à Dunkerque, 400 000 tonnes, elle ouvre en ce moment. Ecofrost à Péronne dans la Somme, 200 000 tonnes. On est à plus d'1 million de tonnes supplémentaires. 1 million de tonnes, ça veut dire, grosso modo, vraiment à la louche, 40 000, peut-être même plus, 50 000 hectares de pommes de terre pour couvrir aussi les besoins de développement, en plus de ces nouveaux besoins spécifiques. Première question à tous, mais d'abord à Xavier Bertrand, parce que je crois que votre temps est contraint. On va passer quelques minutes ensemble en questions-réponses, Monsieur Bertrand. Est-ce que ces 30 000, 40 000, 50 000 hectares supplémentaires, on va pouvoir les trouver, oui ou non, ici, dans les Hauts-de-France, et à quelles conditions, Monsieur Bertrand? Alors, on va les trouver, parce que, vous savez, les choses ont énormément changé depuis 2016. En 2016, on venait de prendre nos fonctions avec Marie-Sophie Laine, et avec Arnaud Delacour, on avait essayé de faire venir une entreprise néerlandaise pour venir s'installer justement dans les Hauts-de-France pour de la transformation. Et à l'époque, il nous avait dit, écoutez, vous êtes sympa, votre offre est sympa, mais on va faire comme on fait bien souvent, ça sera la Belgique plutôt que les Hauts-de-France. Or, vous l'avez dit, 7-8 ans après, les choses ont complètement changé. On a les historiques que sont bien évidemment McCain, mais quand même, Agristo, Ecofrost et Clarbout, ce sont des vraies victoires. C'est-à-dire qu'on arrête de seulement produire et la transformation se fait ailleurs, on fait les deux. C'est-à-dire création de valeur, création d'emplois. Alors, comment on va trouver les hectares? Eh bien, nous, sur la loi ZAN, zéro artificialisation nette, on a décidé très clairement, la loi s'appliquera chez nous, mais on va en plus, la région, l'appliquer de façon proactive, offensive, de façon à arrêter un développement économique qui nous boufferait en permanence des terres agricoles. L'agriculture, c'est aussi de l'économie et du développement, donc j'ai besoin de préserver également des terres agricoles. Et c'est toute l'approche que l'on va avoir sur le zéro artificialisation nette. Je pense que bien évidemment, cette loi, heureusement qu'elle a bénéficié des aménagements du Sénat, mais à partir du moment où elle est là, moi je veux vraiment réussir le développement économique. Et pour moi, le développement économique, vous savez, quand on parle de 4 000 emplois directs, de 8 600 exploitations agricoles, eh ben, c'est l'agriculture. Et ceux qui oublieraient ça, oublient que derrière l'agriculture, si l'agriculture s'affaiblit, c'est toute l'industrie agroalimentaire qui s'affaiblit. Et je peux vous garantir que je ne suis pas prêt d'oublier ces logiques-là. Quels sont les enjeux qui sont face à nous pour le bon développement? Je le répète, il y a ici un potentiel de développement peut-être à nulle part ailleurs dans le monde.
c'est une situation extrêmement favorable. Tout le monde dans toute la France dit il faut réindustrialiser. Là, on a la preuve que sur ce secteur de la pomme de terre, ça se fait et ça va continuer. Quels sont les enjeux? Il y a quand même quelques soucis. J'en rappelle quelques-uns. Des problèmes de plants, des problèmes de filière de fécule, l'accès à l'eau, les phytos qui disparaissent. Pour vous, Monsieur Bertrand, quels sont les enjeux qui sont face à nous et comment vous y répondez régionalement ici? Alors, déjà, pour un président de région, mais Marie-Sophie Laine vous l'expliquera aussi plus en détail, la question, c'est de savoir si on est très proche de nos agriculteurs, des producteurs, ou si on est un petit peu de notre côté. Nous, on se bat vraiment aux côtés de nos agriculteurs et notamment de nos producteurs de pommes de terre. Vous savez, c'est assez ancien, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais c'est Jean-Yves Bricot avec son père qui m'ont fait découvrir, voilà, de très très nombreuses années, plus de 10 ans, les enjeux justement des producteurs de pommes de terre. J'en ai beaucoup, pas seulement chez moi, mais beaucoup justement dans le Saint-Quentinois, dans le Vermandois. Et je n'ai jamais oublié ces visites-là, parce que sur les enjeux, n'oubliez pas non plus l'explosion du coût de l'énergie qui, sur les producteurs de pommes de terre, ont aussi eu, notamment sur le stockage, de véritables impacts. Et puis aussi, n'oubliez pas non plus le CICPC, l'interdiction qui en a fragilisé nombre d'entre eux. Et donc, du coup, nous, aussitôt, on n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot, on a aussitôt réagi. Marie-Sophie m'a proposé justement qu'on mette en place un dispositif pour la rénovation énergétique des bâtiments. Ça a été près de 3 millions d'euros qui ont été investis par la région, un bon investissement. Et c'est, je crois, près de 160 exploitations qui ont pu en bénéficier. Donc, vous voyez, quand il y a un problème, ce n'est pas de vous dire « oh là là, les pauvres, on va saisir le ministère », c'est-à-dire qu'on prend aussi clairement nos responsabilités. La table ronde d'avant, j'étais un peu en avance, a permis de bien voir les enjeux. Bien évidemment, il y a l'eau. Évidemment, il y a l'eau. Et donc, sur l'eau, moi je l'ai vu notamment quand on a eu des épisodes de sécheresse, il ne s'agit pas là d'être présent quand il y a un problème, mais aussi d'anticiper. Et vraiment, justement, cette anticipation, moi, la proposition qui était faite tout à l'heure, j'y souscris totalement. État, préfet et effectivement les DRAF, la région et les professionnels, de poser sur la table ce dont vous avez clairement besoin. Et quand je dis cela, vous savez qu'on a des épisodes avec effectivement trop d'eau dans le Pas-de-Calais, un peu dans le département du Nord en ce moment. On n'empêchera jamais la pluie de tomber, mais on peut évacuer l'eau, mais aussi la stocker. Et moi, je l'assume. Je suis de votre côté. Il y a peut-être des râleurs qui ne seront pas d'accord avec moi, mais je l'assume. Il nous faut des stockages, il nous faut des bassines. Et je suis prêt, en ce qui concerne la région, à financer tout ce qui peut constituer du stockage d'eau, parce qu'on en a clairement absolument besoin. Et il y a enfin un tout dernier point, parce que je ne veux pas non plus trop prendre sur votre temps de table ronde. Il y a l'eau également avec un autre aspect que le canal Seine-Nord-Europe. Le canal Seine-Nord-Europe, qui a aujourd'hui commencé à être creusé, notamment dans l'Oise, c'est déjà 1 demi-millier d'emplois, va nous permettre aussi de faciliter, en ce qui vous concerne, les exportations. On peut penser aux céréales, mais il n'y a pas que les céréales, il y a aussi les pommes de terre. Et ça va nous permettre, avec cette production supplémentaire dans la région, avec cette transformation, de pouvoir également davantage clairement exporter. Vous l'avez compris, en ce qui me concerne, en ce qui concerne Marie-Sophie Laine, vous n'avez pas des adeptes de la décroissance. Vous avez très clairement, et c'est aussi la même logique qu'Arnaud Rousseau, je crois, qui est dans la salle, de vous dire très clairement que nous, on ne veut pas mettre sous cloche notre agriculture, on veut la développer. Ça veut dire aussi très clairement être à vos côtés, se battre avec vous et vous permettre également de gagner en compétitivité. Vous voyez, c'est ce que fait la région, mais il y a aussi un rôle que je n'abandonnerai jamais, c'est celui aussi d'être votre avocat auprès des pouvoirs publics, parce que la compétitivité, elle passe sur le réglementaire, sur le fiscal, sur le social, et bon sang, parce que ça ne coûte pas 1 euro, ça ne coûte pas 1 centime d'euro, d'arrêter cette surtransposition qui fait qu'on est en train de se tirer des balles dans le pied alors qu'on est capable de faire la course en tête. Merci beaucoup, Monsieur Bertrand. On peut vous applaudir. Merci à vous. On sait que vous avez un programme chargé derrière. Un dernier mot peut-être? Merci à Geoffroy d'avoir fait le choix de sa région. Vous êtes ici les producteurs de pommes de terre chez vous dans les Hauts-de-France, mais qu'un Compiègnois choisisse Dunkerque, je sais que pour lui c'est le grand nord des Hauts-de-France, mais un grand bravo aussi pour toute cette organisation. Merci sincèrement. Merci à vous, Monsieur Bertrand. Merci d'être intervenu et d'avoir répondu si franchement à nos questions. Alors, on va poursuivre. On va poursuivre maintenant avec nos intervenants ici en live. Si vous voulez rester avec nous, vous restez, hein, Monsieur Bertrand. Je ne vous mets évidemment pas dehors. N'hésitez pas. Bon, cela dit, on ne vous voit plus maintenant. Alors, on a bien vu qu'on a un fort potentiel, qu'il y a des déséquilibres. J'ai posé une question toute simple à Xavier Bertrand. J'aimerais que vous la posiez à tous.
y compris à vous, Madame Laine. D'un mot, dites-nous si, oui ou non, ce développement de 40 000, 50 000 hectares ou 30 000, peu importe, est-ce qu'on va trouver ces hectares? Et si oui, à quelles conditions? Dites-nous rapidement et après on discute. Je vous en prie. On va peut-être commencer par vous, Monsieur le Duc. Alors, bonjour à tous. Je vais vous répondre oui, tout simplement parce qu'on a une région qui est bénie des dieux. On a une région qui a effectivement une capacité de production extraordinaire. On a 31% des agriculteurs qui font de la pomme de terre aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y en a 70 qui peuvent aussi se mettre à faire de la pomme de terre. Il y a encore un potentiel? Mais c'est aussi 30% de production en plus. Donc en tenant compte de la qualité des sols et du maintien de cette qualité, il faut faire un développement réfléchi, bien sûr adapté, et qui tienne compte de toutes les problématiques de la filière. On en parlait tout à l'heure. On ne fera jamais de pommes de terre si on n'a plus de producteurs de plants. On ne fera jamais de pommes de terre si on a les molécules pour soigner la pomme de terre quand il est nécessaire. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment réfléchir. Et tout à l'heure, c'était dit dans la première table ronde, si on a une bonne organisation transversale et avec des services comme la région pour soutenir ce développement-là, je peux vous dire que nous, les banquiers, on sera derrière. Aujourd'hui, j'ai pas l'habitude de dire non à un producteur de pommes de terre. Ah, vous n'avez pas l'habitude de dire non. Est-ce que vous pouvez dire non à un projet de pommes de terre aujourd'hui? Non, aujourd'hui, c'est Non, pas c'est pas dans nos possible. gènes. Ça fait partie. Bon. Vous faites partie des agriculteurs, voilà, entreprenants. Je pense que vous l'avez montré dans les 15 dernières années. Donc moi j'arrive, Donc, on la sera- fleur au fusil, je veux faire de la pomme de terre, vous me financez. À partir du moment où vous savez nous parler pommes de terre, on vous financera. C'est ça, vous vérifiez quand même que c'est sérieux. On est bien d'accord. Monsieur De Gene, même question pour vous. Est-ce qu'on saura trouver les surfaces et à quelles conditions? Oui, en tout cas, je l'espère. En tout cas, tout en œuvre pour arriver à le réussir. Et je dirais c'est qu'un retour à la normale, même si on va aller au-delà de ce qu'on avait, parce qu'on a perdu des outils industriels. Dans mon enfance, on perdait des outils industriels. Ah oui. Et on nous disait on a trop d'alimentation. En clair, on était un peu dénigrant, pensant que l'alimentation... Là, depuis 2016, Xavier Bertrand l'a dit, il y a un changement de paradigme. On sent qu'on passe de l'ère du tiré au poussé, mais de l'ère du poussé au tiré Oui. plutôt. Et puis, on voit bien que notre terroir qu'on vantait et qu'on avait parfois du mal à prendre conscience, aujourd'hui a un réel attrait. On dénonçait qu'on produisait des produits qui valaient aller 100 eurotonnes et qu'on allait les commercialiser, on les transformait de l'autre côté de la frontière, ça a été dit tout à l'heure, à des produits qui reviennent à 7, à 8, 10 000 eurotonnes. Donc on comprenait qu'on a envoyé la valeur ajoutée. Là, il y a certaines usines qui sont implantées, c'est sur des anciennes usines où il y a 25 ans, il y avait des usines de pommes de terre. Donc on a délaissé cette transformation industrielle en France. Je pense que On la récupère en ce moment, On c'est est ça? en train de la récupérer. Bon. On est en train de la récupérer et bien sûr, aujourd'hui, transformer au niveau local, le bilan carbone, je pense qu'il ne peut être que mieux. sûr. Et puis au niveau compétitivité, si vous considérez qu'il y a 20 euros de transport pour faire 150, 200 km, Bien sûr. forcément les C'est 20 autant euros de de transport, normalement la filière doit les récupérer. Je dis bien la filière, après où est-ce que ça ira, je ne sais pas. Voilà, là-dessus, je pense On qu'on va a les trouver de quoi et faire. tout est bon, quoi. Après, tout est bon. Non, il y a un certain nombre d'enjeux à résoudre On va en parler. pour réussir Voilà. à atteindre ces objectifs. Avant de vous donner la parole, et je vais me tourner vers Bertrand d'abord, Bertrand Act. Pour vous, même question très rapide, et on reviendra dans le détail après sur tous les enjeux. Est-ce qu'on va trouver ces hectares et à quelles conditions? Ici, je parle dans la région, le cœur de la production. Je pense qu'aujourd'hui, la filière pomme de terre a toujours été capable de relever les défis. Je pense que le défi de l'adaptation de la production par rapport aux évolutions climatiques, dont on parlera, je pense, plus tard dans la table ronde, on l'a en partie entamé et on verra quelles solutions seront mises en place pour pouvoir le confirmer dans les années à venir. Je pense qu'aujourd'hui, oui, c'était une volonté pour nous de faire ce congrès ici parce que je pense qu'on est vraiment au cœur du développement, donc au cœur du développement de la production et des surfaces disponibles, au cœur du développement industriel aujourd'hui qui est occupé de se marquer, notamment ici sur le Dunkerquois, mais partout dans la région, et au développement de la valeur ajoutée aux produits. Et ça, c'est vraiment l'élément conducteur depuis le début de l'intervention d'aujourd'hui, où est-ce qu'on voit bien que c'était l'étape nécessaire pour, quelque part, je ne vais pas dire boucler la boucle, parce qu'elle n'est jamais bouclée, mais pour au moins pouvoir assurer et assumer l'avenir à nos producteurs. Marie-Sophie Laine, d'un mot, même question? Oui, d'un mot. Moi, je pense que, bien sûr, on a actuellement 130 000 hectares et il faut en trouver 200 000.
si on veut fournir le besoin En pommes de régional terre, hein, en c'est pommes ça de terre. Oui. Mais on a un potentiel de 2,2 millions d'hectares cultivés Sur la en région. France. Mm. Bon. Et partout où il y a de la valeur ajoutée, la nature a horreur du vide. En général, les agriculteurs sont pragmatiques et ils savent se bouger. Donc je ne suis pas inquiète. Et en plus, on a une filière qui est plutôt bien structurée. Et je voudrais juste revenir sur ce qui a déjà été dit, mais sur cette révolution avec ces 3 industries qui nous arrivent. Parce qu'il y a quelques années, c'est pas vieux, je regarde Alain de Kecker, parce que je suis maire et aussi et vice-présidente d'une communauté de communes. Et on s'était vu un soir parce qu'on se lamentait parce qu'il y avait un industriel belge qui était venu finalement s'implanter sur notre territoire. Ça faisait hurler les agriculteurs et cultiver, sous-louer ou louer des terres et arracher quelques haies dans la Vénois. Ça faisait grincer des dents. Ouais. Il n'y a pas plus de 5 ans, 4-5 ans. Et on avait discuté et je me souviens de ce que m'avait dit Alain de Kecker ce soir-là. Il m'avait dit on est des artisans en France et les commerçants sont les Belges. Et oui. Et j'en avais tellement marre. Moi, j'étais vice-présidente depuis quelques années, réunion après réunion, d'entendre tout le temps, mais on est nuls, regardez, les patates, elles sont toutes transformées en Belgique, on n'est que des artisans. C'était ce qu'on se disait il y a quelques années. On est vraiment... Et ça a alimenté toutes nos discussions. Ouais. Un jour, j'ai pris rendez-vous chez Claire Bout. J'en avais marre. Je vais aller les voir, je veux comprendre Pourquoi comment ils travaillent. Ouais. Enfin, voilà. Et je suis arrivée, j'ai été reçue par le directeur financier et ils étaient bien dans la mouscaille parce qu'il y avait un projet. Le projet de Claire Bout, il était derrière la Maubeuge, du côté en Belgique encore. Et ils avaient quelques riverains pas contents, etc. Et ils étaient vraiment pas très bien. Et je leur ai dit, mais vous voulez venir en Hauts-de-France ? Bah, pourquoi pas ? Et c'est comme ça qu'on a envoyé le dossier à Nord France Invest et qu'il s'est retrouvé à Dunkerque. Et voilà, la petite Il a suffi histoire. d'aller les voir, ça a débloqué la situation. Mais je suis contente, en fait, de ce renversement de tendance. Après, il faut savoir que les Hauts-de-France sont la première destination française aujourd'hui pour les investissements, que ça nous fait du bien et que, naturellement, on sera là, au rendez-vous, pour aider toute cette filière à se structurer davantage. S'il faut aider aux investissements, on le fera. Et puis notre place à nous, régions, c'est de fédérer, quoi. Donc ce que disait tout à l'heure Alain de Kecker, il faut mettre tout le monde autour de la table. Je pense effectivement que c'est par ça qu'il faut qu'on commence, pour pouvoir répondre à cette demande qui nous tend les bras. Et il faut qu'on y réponde. Il ne faut pas que ça soit une production qui, par défaut, irait dans d'autres pays européens, chez nos voisins, en clair. Il faut qu'on la produise ici. Bon, alors tout le monde autour de la table, on n'a peut-être pas tout le monde, mais on a beaucoup de monde ce matin. Et on démarre cette discussion. Bertrand, j'aimerais que vous nous disiez, pour vous, d'un point de vue de producteur, d'un point de vue peut-être technique, quels sont les enjeux pour répondre à ce développement et qu'il soit harmonieux. Comment est-ce qu'on fait pour développer, c'était la conclusion de la première table ronde, développer les surfaces et toutes les productions? Comment on y arrive? Quels sont pour vous les 2-3 points fondamentaux à observer dans les années qui viennent? Je pense que, comme on l'a dit, la surface, c'est quelque chose qu'on a identifié comme étant disponible au niveau de la région. Donc maintenant, il faut qu'on s'attelle à trouver les moyens de production. Et donc, notamment par rapport aux moyens de production, il y a une chose qu'on ne peut pas nier, et puis depuis quelques mois, on est un peu les 2 pieds dedans ou les 2 bottes dedans, c'est l'évolution du climat. Oui. Et donc, cette évolution du climat, il faut qu'on apprenne à la gérer en partenariat avec l'ensemble des acteurs, que ce soit région, État, mais également les acteurs locaux, et comment on gère cette ressource en eau. Parce que la pomme de terre, c'est quand même 80% d'eau. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on ait un climat, certes, qui est favorable à la base, parce qu'autrement, les besoins en eau sont tels qu'il ne serait pas logique de développer une production dans une région qui n'aurait pas le climat de base qui soit adapté. Mais on manque d'eau l'été, ici, oui, pour la pomme de terre? Oui, parce que aujourd'hui, le climat évolue, et que ponctuellement, alors pas forcément tous les ans, oui, pas forcément de manière importante, ouais, ça dépend
Ça dépend des, ça Pas dépend en ce des moment, années. on est d'accord. Oui, mais- pas en ouais. ce moment, naturellement. Mais il y a un besoin d'apport en complément pour que la pomme de terre puisse exprimer son potentiel maximum, pour qu'on puisse avoir des rendements qui soient cohérents par rapport à la compétitivité de la pomme de terre vis-à-vis des besoins, que ce soit l'industrie ou le marché du frais ou l'ensemble des acteurs ont Et besoin. qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour faire des retenues, pour améliorer notre accès à l'eau, pour l'irrigation? Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'abord un état d'esprit. Monsieur Bertrand l'a évoqué tout à l'heure. Bah, il a dit, moi je suis prêt à financer, hein, c'est ce qu'il a dit. Non, mais Après- je pense que on sait aujourd'hui que la région est moteur dans la recherche de solutions pour optimiser l'eau. Simplement, aujourd'hui, on ne peut pas ignorer que la société n'est pas encore forcément prête. Je pense que c'est à nous d'expliquer à la société qu'à un moment donné, en partenariat avec la région, mais avec l'État également. J'étais encore ce matin au téléphone avec monsieur Paul Christophe, qui est à Paris, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui interviendra aujourd'hui à Paris sur le même sujet qu'on intervient ce matin, sur le fait qu'il faut qu'on trouve des solutions pour optimiser la gestion de la ressource en eau, même dans les régions Hauts-de-France telles qu'on le vit aujourd'hui, parce qu'on s'est aperçu que depuis 3 mois, il est tombé des quantités importantes d'eau. Elles ont été évacuées de manière pas forcément logique, très vite vers les zones les plus basses. Et, Là, on cherche à s'en débarrasser en ce moment, voilà, là, on évidemment. cherche à hein. s'en débarrasser, Forcément. alors que si on avait une gestion de l'eau qui soit optimisée, on aurait des stockages qui seraient mis en place dans les zones où la production se trouve aujourd'hui. Ouais. Et Ça demain, pourrait aider pour les inondations en plus? ça aurait pensez pu aider pour les inondations, puisqu'on aurait retenu l'eau dans les hauts plateaux plutôt que de l'évacuer le plus rapidement vers les zones basses, où ça a créé des inondations, des foyers qui se sont retrouvés dans des situations dramatiques. Et je pense que c'est là où je dis qu'il faut qu'on amène à la société qu'il y a vraiment une gestion partagée de cette ressource. Alors, on va s'arrêter là. Le premier enjeu, c'est l'eau, vous nous dites. Il y en a 2 autres, hein, parce qu'on s'est parlé en amont. On viendra sur les d'autres enjeux après. J'aimerais faire réagir tout le monde d'abord sur l'eau. Monsieur Degène, sur l'eau, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous êtes président de la Chambre d'agriculture, vous êtes agriculteur évidemment. Comment est-ce qu'on gère cette question-là? Ici, la question de l'eau, on n'imaginait pas, moi qui viens du Maine-et-Loire, région un peu plus en dessous, mais qui n'est pas soumise à grande sécheresse, quoique, j'imaginais pas que ici, chez vous, il y aurait besoin de réfléchir à cette question de l'eau. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Comment on peut répondre à cet enjeu? Alors, c'est clair que depuis 2016, on a pris conscience que notre climat a changé. Même si on était déjà irrigant, on est quand même des néo-irrigants en Hauts-de-France par rapport aux autres régions. Eh oui. On n'a pas sans qu'aucune commune mesure. Si vous prenez le PACA, c'est 400 millions de mètres cubes. Nous, on est à 70, 80, 100 millions de mètres cubes les hautes années en Hauts-de-France. Par contre, on a un plan eau qui s'est dessiné au niveau national, qui est annoncé par le ministre et que les agences mettent en place, c'est le FLAT. Et nous, on s'est tout de suite... C'est quoi le FLAT? Le FLAT, c'est ISO consommation en eau au niveau national. Stabilité, quoi. Voilà, stabilité, ISO. Donc, tous les secteurs doivent diminuer de 10%, et nous, ils nous disent, bon, vous ne diminuerez pas de 10%. C'est la marge de manœuvre qu'on avait. Par contre, ce qu'on a dit, c'est que nous, les Hauts-de-France, on démarre dans la consommation d'eau on n'est pas d'accord sur le flat. Il nous faut de la consommation. Il vous faut un petit peu de croissance, vous, si vous démarrez. Tout à fait. Donc, c'est ridicule de dire le flat. Ça voudrait dire qu'il fallait qu'on fasse tourner les robinets avant. Pour avoir une référence, ce qui est complètement idiot. Par contre, ce qu'on s'est positionné, c'est de dire on doit gérer la ressource. C'est clair, si on veut du développement de valeur ajoutée sur notre territoire, il y a 2 facteurs, c'est la main-d'œuvre et l'eau sur le potentiel. Le reste, les terres, on les a, et le pédoclimatique, on l'a. Et il y a un 5e facteur qui est le sanitaire. On en parlera peut-être tout à l'heure, qu'on a su préserver et qu'on a une qualité exceptionnelle en France. On en parlera pour la filière plan. Sur l'eau, je reviens à ça. Nous, on a schématisé avec les 7 R. Au départ, on les voit s'afficher derrière vous. On n'en avait que 5, les 7 R. En disant, on se place dans la position de gérer la ressource en eau et non pas de gérer la pénurie. Parce qu'on a tendance en France à nous mettre, et nos détracteurs nous mettent plutôt en disant vous devez... gérer la pénurie. Voilà, gérer la pénurie. Nous, on dit on va gérer la ressource, et avec cette ressource, qu'est-ce qu'on en fait? Comme la surface en foncier. Quand on a parlé du ZAN tout à l'heure, le président de région, l'eau, c'est pareil. Quel usage on en fait? Si on gère cette ressource,
il nous faut, et ça englobe l'ensemble de l'IRD qu'on a mis en place au niveau de la Chambre d'agriculture des IRD, Hauts-de-France. c'est quoi? Recherche et développement, innovation, D'accord. recherche et développement, qu'on a jumelé avec la prospective et qui est sous la direction de Pascal Lambon, que certains connaissent ici. On tient à développer donc un certain nombre d'axes, parce qu'on est aussi challengé, ce n'était pas que des paroles, et Marie-Sophie Laine le dira également, on est avec la région complètement en face sur la vision économique que l'on a pour notre territoire. Donc à nous d'alimenter aussi la région pour voir sur lesquels leviers d'action on a. Alors, qu'est-ce qu'on on peut faire? C'est quoi jouer. vos leviers Et alors? donc les leviers, c'est la résistance des plantes, puisque la génétique, et donc on compte sur cette filière, parce que je pense que, et ça a été dit tout à l'heure par McCain, la résistance des plantes, parce qu'il faut qu'on arrive à maintenir notre potentiel de production, voire l'améliorer en qualité et en quantité avec le changement climatique. Le deuxième, c'est la réserve utile du sol, parce que quand on dit l'eau, sitôt on pense irrigation, mais il faut savoir que tout le monde n'irrigue pas et que toutes les cultures ne sont pas irrigables et économiquement ou bien techniquement. Et derrière, il faut pouvoir donc pour l'ensemble des agriculteurs, c'est déjà la réserve utile du sol. Il faut déjà s'occuper de ce qu'on a pour nutrition de la plante. Le troisième, c'est la recharge, j'oserais dire le global, c'est la recharge des nappes, parce que je ne vais peut-être pas tout détailler, parce que vous m'avez dit qu'on avait un peu de la recharge des nappes. Tout ça, si on ne réussit pas la recharge des nappes, parce que je le dis très clairement, on se penche dessus, on a Agrotransfert, on a un certain nombre de partenaires, parce qu'on pense que vis-à-vis de la société, on est consommateur d'eau à un certain moment donné, 3 mois dans le cycle de vie. Là, ici, on en a trop. Mais il nous faut pouvoir déjà s'occuper du sous-sol, et ça doit passer par nous. J'oserais dire, on peut être producteur d'eau, puisqu'on occupe 75% du territoire, alors que les autres 25%, c'est soit urbanisé, soit artificialisé. Donc c'est à nous que revient la recharge des nappes. C'est ce que vous faites tous les jours sans le savoir, mais au moins déjà l'identifier ce qu'on fait, et puis voir comment on peut l'améliorer par nos pratiques. Et il y a un autre point, c'est derrière, une fois qu'on a cette réserve naturelle, si on voit qu'on ne peut pas l'avoir, c'est de regarder à la réserve, les réserves d'eau, et notamment pour 2 niveaux, c'est que ça a été dit dans le développement économique par le canal Seine-Nord, mais également le canal Seine-Nord fait des dépôts de terre, va avoir un excédent de terre, puisqu'on creuse un canal, on a 25 millions d'excédents de terre, 25 millions de mètres cubes. Et il y a des dépôts. Plutôt que ces dépôts restent soit des friches, soit reboisés, servent à la compensation écologique. On peut utiliser cette terre? Nous, on disait, et c'est le partenariat qu'on est en train de construire avec Canal Seine-Nord, c'est de dire, cette terre, plutôt que la mettre en butte, de la mettre en creux, et d'en faire un ouvrage, et d'en faire des réserves d'eau. Et ce qu'on a conclu avec Canal Seine-Nord Europe et Xavier Bertrand, qui est le président de la région, mais également de Canal Seine-Nord, c'est d'en faire un aqueduc de ce canal. Comme ça, la réserve, vous allez me dire, ça va servir à quelques agriculteurs autour. Ceux qui nous parlent d'accaparement de l'eau, si je peux faire un petit clin d'œil, il faut qu'ils regardent plutôt que nous, c'est un aménagement du territoire au niveau des Hauts-de-France, la colonne vertébrale qui est par le canal, et que derrière, on arrive s'en servir comme l'aqueduc pour remplir les réserves et aller dans des moyens de pompage, mais également pour redistribuer l'eau sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est décidé déjà? Ça, c'est décidé. On va essayer de le mettre en œuvre, mais seulement, on ne sort pas trop du bois à l'heure actuelle, parce que vous savez que par moment, on peut avoir quelques détracteurs qui sont un peu, qui manquent de rationalité et qui ont plutôt envie de voir notre pays décliner. On l'a vu dans l'énergie, ils arrivent quand même à leur cause, puisqu'on a eu la démonstration concrète, que ce soit sur l'énergie, sur certains nombres de secteurs, et on a peur qu'il y a des plans comme ça sur l'agriculture qui nous font un peu peur. Donc, je salue le président de la FNSE, on sait qu'il est à fond sur ces dossiers-là, mais quand même, il nous faut quand même être un peu stratège. Là-dessus, on étudie les dossiers, j'insiste sur ces réserves d'eau-là, c'est que d'habitude, on fait toujours des gestions, je veux dire, on a l'habitude de gérer la pénurie. Et donc, quand on manque d'eau, on dit mince, comment on fait? Et puis on ferme les robinets aux uns et aux autres. Nous, on se dit, on a lancé une étude avec la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France et l'ensemble des partenaires en disant, regardons la gestion de l'eau. On ne savait pas qu'on allait avoir les inondations, ça date d'il y a 1 an et demi. Donc, vous voyez, c'était l'année dernière. En disant, on a un excès d'eau, et toutes les études montrent qu'on aura des périodes, on aura toujours d'eau. Il tombe 25 milliards de mètres cubes sur les Hauts-de-France. Mais qu'on aura des excès à des moments. 25 milliards de mètres cubes sur les Hauts-de-France, et on n'est pas capable pendant 3 mois d'avoir l'eau à notre disposition. Donc on se dit, on va faire une étude des eaux sans usage.
sans usage anthropique, comme on a pour l'industrie, l'agriculture, les citoyens, mais également sans usage écologique. Et on a demandé à la DREAL de se mettre autour de la table avec nous, les associations de pêche, voilà, toutes les structures. Et avec le conseil régional et les agences de l'eau, on a lancé cette étude qui a été reconnue par le ministère et qui nous a été aidée et qui vaut à peu près 250 000 €. Parce que cette étude va nous permettre de sortir, quand on sortira du bois avec les réserves d'eau, de dire voilà, il tombe 25 milliards de mètres cubes d'eau sur les Hauts-de-France. Il serait peut-être judicieux si on doit consommer entre 100 et 150, voire 200 millions de mètres cubes si vous évoluez sur les surfaces, parce que c'est 3000 mètres cubes d'eau à l'hectare, une production de pommes de terre, donc il faut bien les gérer, et les années sèches, et donc dire on a une ressource formidable, on a un terroir pédoclimatique formidable, voilà comment on peut faire avec les réserves d'eau, et l'étude sans usage va nous montrer qu'on est sans qu'une commune mesure avec la ressource que l'on a et ce qu'on peut mettre en réserve. C'est des milliards qui tombent, si vous voulez des millions. 10 si je vous prends 100 millions de mètres cubes et qu'on veut mettre 10% de réserve, admettons, pour détendre un peu le mois où c'est compliqué, qui fait 40 degrés, et puis qu'on dit on tape un peu moins dans la nappe, c'est 10 millions de mètres cubes, mais admettons 10% qu'on met en réserve, 10 millions de mètres cubes. 10 millions de mètres cubes, c'est la rosée du matin pendant une semaine. Est-ce qu'il est intelligent de mettre une rosée du matin pendant... Vous savez, quand vous balayez vos essuie-glaces le matin, la rosée qui tombe... C'est que ça, finalement. Voilà, c'est que ça. 10 millions de mètres cubes. Donc, je ne vous dis pas... Bon, après, on peut ouvrir la porte et mettre 20 ou 30 millions de mètres cubes en stockage. Donc, ça veut dire là, que... Là, on sent que vous avez déjà vos arguments. Ce que je veux dire, c'est que la ressource... Voilà, quand on dit on va stocker 10 millions de mètres cubes, vous allez avoir tout le monde, ça va être un tollé dans la sable. Mais si on dit que c'est une rosée ou deux rosées... Réfléchissez, vous allez mettre pendant une semaine la rosée du matin de côté... pour quand il fera sec, on pourra irriguer et faire du développement économique. Parce que tout ça, c'est quand même de l'emploi, du développement économique, de la structuration de territoire. Donc, quel que soit le développement et les différents acteurs de leviers qu'on opérera, il faudra qu'on ait une acceptabilité par la société. Et cette acceptabilité, il faut qu'on y travaille. Vous travaillez en amont, on sent que vous êtes déjà là-dessus. On y est avec les collectivités, avec les EPCI, forcément le conseil régional. Et donc, bon... Là, c'est dans nos territoires à faire le boulot, à faire l'acceptabilité, parce qu'on va décider chez nous de ce qu'on fait chez nous et que ce ne soit pas quelques illuminés qui viennent nous dicter la chanson. Eh bien, c'est bien noté. Monsieur le Duc, en tant que banquier, sur cette question de l'eau, est-ce que vous êtes prêt, question toute bête, à financer toutes les retenues qu'on vous propose? Alors, je pense qu'on a beaucoup échangé sur ces sujets-là avec la Chambre ou d'autres. On a là aussi la chance d'avoir de l'eau chez nous, et ce n'est pas la problématique du Sud, donc... Aujourd'hui, je n'ai pas les notions financières des réserves à mettre en place, mais on a une vraie opportunité avec le canal Seine-Nord. On sait que cette opportunité, il ne faut pas la laisser passer. Donc, on est très proche. On a eu un échange avec notre directeur général et on est très volontaire sur ce sujet-là. On sait que c'est un sujet important. On est aussi assureur. Donc, on a géré il y a pas plus d'un an une période de sécheresse. Là, on gère une période d'inondation. Voilà, si on avait cette capacité à bien gérer les choses et à équilibrer les choses, donc je ne vais pas revenir sur les inondations et les problèmes d'écoulement d'eau, de curage de fossés et autres, parce que c'est une autre polémique et un autre sujet. Mais voilà, on a l'opportunité de le faire, on a les moyens de le faire, les moyens financiers. Allons-y. Je pense que là aussi, on n'a pas de problématique. Le tout, c'est de faire les bons choix. Et c'est maintenant qu'il faut les faire, parce que Canal Seine-Nord, c'est la vraie opportunité. C'est maintenant, c'est une opportunité. Marie-Sophie. Sur l'eau également ? Sur l'eau. Alors, c'est vrai qu'on met ce sujet en premier, il y en a d'autres. On verra les autres après. Mais c'est vrai que ça va super vite. Je vous rappelle quand même qu'il y a un an, mais il y a moins d'un an, on s'est vu en juin à la région. Notre sujet, on discutait avec des experts, c'était comment on va survivre à la sécheresse. Et je me souviens d'un spécialiste qui nous a dit on n'a plus 10 ans pour se retourner, c'est maintenant, et on aura des années sans récolte. Ça, c'était au mois de juin 2023. Et vous l'avez réinvité cet hiver en ou Haute-France, pas, l'expert ? et je vous rappelle, on sortait de 2 années de sécheresse. On a des coins dans la région, notamment dans l'Oise, où il était quasiment devenu impossible de récolter, et on avait des baisses de rendement, et c'était ça. Alors, et elles sont sous l'eau, on est ces moins régions, d'un an après. On a connu une année extrêmement humide. On oublie vite les choses, un événement chasse l'autre, mais on sait qu'on est maintenant,
on va dire, dans l'imprévisibilité climatique. On ne sait pas comment on va vivre cette année 2024, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que Sainte-Soline, c'était en 2023 aussi, hein. Oui. Bon, et donc les bassines, etc. On sait que c'est un sujet sensible. Nous, on a toujours dit avec le président de région, il n'y a pas de tabou, et en plus dans notre région où il tombe plus d'eau, on peut se permettre cette réflexion. Donc aujourd'hui, je pense que l'opinion publique a compris qu'il ne fallait pas être idiot et qu'on peut évidemment envisager tout ça beaucoup plus facilement. Qu'est-ce qui bloque alors? Est-ce qu'il y a des Pour choses le qui moment, bloquent? réglementairement, c'est possible. Oui. C'est politiquement, c'est quand même la pression. Vous avez vu Sainte-Soline, on ne va pas se faire un dessin. Mais Donc, est-ce que vous avez besoin du je national? pense vous, qu'il ou pas y a un sujet, c'est-à-dire que là où il y a des bassines, en général, c'est confondu avec la ponction qu'on peut faire dans les nappes phréatiques. Alors que nous, on vise plutôt des retenues d'eau, comme tu dis, un peu sans usage, enfin en tout cas, retenir les surplus d'eau D'accord. et retenir cette eau pour quand il pleut pas. Voilà. Et donc ça, nous, on y est extrêmement favorable. Maintenant, il faut dire une chose, hein, la déclinaison concrète de cette volonté, Ben oui. mise à part au niveau du canal Seine-Nord, où on voit que la profession a bien bossé, où on voit concrètement comment ça va se traduire, on n'est pas encore capable de définir quel maillage, combien de retenues, à quel endroit, pour servir qui. Et qu'est-ce qui manque là? C'est quoi, de l'expertise technique? Une réflexion collective, peut-être aussi l'apport de quelques spécialistes, mais on peut y travailler largement et je pense que c'est le bon moment. C'est très technique. Et voilà, il faut le faire. Juste un mot aussi pour dire que l'eau, le stockage, on l'a évoqué tout à l'heure, je ne fais que l'énoncer, mais le réchauffement climatique, évidemment, renchérit le coût de l'énergie. Enfin, il faut qu'on travaille sur la récupération photovoltaïque un maximum. On va en parler juste après. Et puis l'agroécologie, parce que même si nous, on est défenseurs d'une agriculture productive, exportatrice, et qu'on n'est pas des souverainistes dans le sens agriculture vivrière, autarcique, autarcie, on est aussi on travaille sur la dynamique agroécologique, la régénération des sols, comme l'a bien expliqué chez Monsieur Marie-Sophie, on va y revenir si vous voulez bien. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est aussi l'allié de la lutte contre les aléas climatiques. Une bonne qualité des sols, retenir l'eau, c'est le même combat finalement. Mieux la capter et effectivement l'avoir plus longtemps dans le courant de l'année, c'est aussi un facteur de résistance aux aléas. Et donc même si ces techniques-là font un peu peur, parce qu'on dit encore une contrainte de plus, la régénération des sols, qui est déjà largement développée, elle peut quand même être poursuivie utilement. C'est un facteur de résilience. Bertrand, sur l'eau d'abord, et après on verra le deuxième enjeu. Oui. Donc pour conclure un peu sur l'eau, je pense qu'aujourd'hui, les premiers acteurs, et c'était il y a déjà presque 10 ans, c'était les agriculteurs pour la préservation de la ressource. On nous a dit, écoutez, au lieu de laisser les sols nus de la sortie de la récolte des céréales jusqu'à l'implantation, admettons, d'une pomme de terre, on vous conseille de couvrir les sols de manière à ce que la pénétration des eaux soit plus facile et qu'on recharge les nappes. Ça a été mis en expertise. On l'a fait. 10 ans après, on s'aperçoit qu'il n'y a quasiment plus une terre qui est labourée au mois de novembre et qui attend sa culture jusqu'au printemps. Aujourd'hui, l'enjeu, les agriculteurs sont très réactifs par rapport à tout ça. On est les premiers à être capables de répondre. La deuxième chose, pour conclure un peu sur l'eau, c'est de dire que je pense que, certes, le canal Seine-Nord est un facilitateur, je pense, sur la capacité de réserve, mais je pense que dans les autres régions, il faut qu'on ait cette approche partagée de la ressource avec les collectivités et que l'agriculteur soit intégré dans ces démarches et qu'à un moment donné, à partir de là, il sera prêt à préserver des sols qui seront capables de retenir ces eaux et qui seront réinjectés de manière à ce que l'agriculture, mais l'ensemble de la collectivité, puisse l'utiliser au moment opportun, c'est-à-dire bien souvent de juin à septembre. Deuxième enjeu, Bertrand, le stockage. Dites-nous en quoi c'est un enjeu important ici dans les Hauts-de-France. Je pense qu'on a dit demain, c'est 30 000, 40 000 hectares de pommes de terre supplémentaires à produire. C'est des industries qui viennent s'implanter ici chez nous. Donc ça veut dire que, comme l'a dit M. De Kecker tout à l'heure,
les usines ne tournent pas que de septembre à novembre, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu d'être capable de répondre aux besoins, notamment de l'industrie qui se développe fortement dans notre région. De garder la pomme de terre sur les donc exploitations. De la conserver jusque l'utilisation qui doit en être faite au niveau des secteurs industriels. Il y a 20 à 30 ans, il y a eu un premier plan bâtiment de stockage qui a été mis en place avec la région, qui a été un énorme succès. Et je pense qu'il a répondu à ce moment-là à ce que était l'évolution du marché à cette époque. Aujourd'hui, on a un deuxième coup de boost qui doit être remis en place. Alors je dirais qu'aujourd'hui, il s'intègre complètement dans l'évolution climatique. C'est-à-dire qu'on a certes le stockage, mais il y a un deuxième enjeu par rapport au stockage, c'est l'énergie. Et donc aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver des solutions qui permettent d'être en neutralité énergétique sur nos exploitations. C'est-à-dire que les stockages associés à de la couverture photovoltaïque permettraient aujourd'hui d'avoir certes la réponse aux besoins du marché, mais également une vertu environnementale, écologique, qui est attendue aussi de notre part, de la part de la société. Et là, je dirais qu'il y a des accompagnements sur lesquels on va essayer de travailler avec la région dans les mois et les années à venir pour répondre aux besoins que nos agriculteurs auront, mais également il y a le secteur bancaire qui doit être dans l'accompagnement. On va se tourner vers lui. Et notamment par rapport à des conditions particulières qui devraient être amenées au niveau des jeunes, parce qu'on est sur une pyramide des âges au niveau de l'agriculture qui est quand même plutôt dangereuse, on va dire. Il faut aider plus les jeunes là pour construire des bâtiments ? Je pense. Et notamment par rapport à des problèmes de taux d'endettement. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, sur les exploitations, vu l'évolution, donc on a dit des coûts liés à la production de pommes de terre, les ratios économiques, pour moi, ne tiennent plus. Et notamment chez les jeunes. Donc il faut qu'on retrouve... C'est trop lourd financièrement à porter. Disons que les ratios d'endettement ne permettent pas aux jeunes d'investir suffisamment. D'accord. Donc, il faut qu'on retrouve cette dynamique pour que les jeunes aient des ratios élargis et qu'ils puissent, parce que le développement économique est là, donc je pense que demain, il y a potentiellement la capacité à l'assumer, mais pas dans les ratios actuels. Alors, dernier petit point, je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi que tout ça soit intégré avec des organisations professionnelles qui soient là pour expertiser les besoins et puis avoir des besoins qui soient mis en place et rationalisés. Et aujourd'hui, les organisations de producteurs sont capables d'assurer auprès des banques et de l'État et de la région que les investissements seront rationalisés par rapport aux besoins actuels de la région ou du marché. Alors, il nous reste 10 minutes. Je vais vous demander des réponses très courtes et je voudrais qu'on parle des plans après. Mais sur le stockage, d'abord, avant de voir la réaction du banquier et de la région, comment on peut accompagner et aider sur le stockage, de quoi avons-nous besoin ? Est-ce que nos bâtiments sont trop vétustes ? Est-ce qu'ils ne sont pas assez nombreux ? Quel est le besoin, Laurent ? Les deux. Forcément, il y a de la rénovation à faire parce que les bâtiments qui ont été aménagés ou construits, donc il y a du réaménagement à faire parce que ce qui était valable il y a 30 ans, aujourd'hui les techniques ont changé pour la conservation du produit, parce que ça reste quand même une filière très très technique pour répondre, même si ça soit au marché du frais ou au marché industriel, si on parle des usines qui s'implantent, ou le marché historique industriel, ça reste des conditions très techniques de la plantation jusque, même avant la plantation, si on prend le plan, et jusqu'à la livraison à l'entreprise. Il faut respecter les couleurs, il faut respecter un certain nombre de choses à la cuisson, des critères techniques. Pour ça, Alain a parlé tout à l'heure, mais il pouvait aussi parler au sens dans les Hauts-de-France, on a un comité technique de la pomme de terre et espèce de concertation qu'ils ont fait avec l'administration. C'est Alain qui préside et Benoît Houillet qui est l'animateur de ce service-là au niveau technique chambre d'agriculture. Et donc, c'est clair qu'on a besoin de monter de la rénovation, parce que sur les bâtiments existants, mais on a besoin aussi d'investissement et on a besoin d'IRD également. Parce que toutes les tonnes qu'on ne perd pas au stockage, c'est des tonnes de gagnées, parce qu'en stockage, on a toujours de la freinte ou des perditions de produits. Mais il y a quand même un facteur qu'il faut bien prendre en compte quand on dit par rapport aux critères d'endettement déjà du système d'exploitation, et c'est plus prononcé pour les jeunes.
Pourquoi? Parce que forcément, il reprend l'outil de production, les surfaces et l'outil de production du cédant. Et derrière, il faut monter en gamme. Et je laisserai parler le banquier, il y a toujours le taux d'endettement, mais aussi un facteur risque. Parce que la production, quand vous la sortez du champ et que qu'elle va directement à l'usine, vous avez une partie de risque qui est la conduite culturelle et le climat et les moyens de production que vous avez pour la protéger. Mais quand le banquier, vous allez le voir en disant « je dois également investir dans un bâtiment de stockage », non seulement il faut avoir les ratios financiers, mais le deuxième, c'est gérer son risque encore plus longtemps, puisque ça veut dire que vous replantez votre culture avant d'avoir vendu la culture précédente. Donc, vous voyez, les cycles, ça demande une inertie. Si vous vendez en juin et que vous plantez en avril, forcément, vous voyez. Et donc, le facteur risque pour l'exploitant est plus important. Et ça, il faut arriver à le prendre en compte. Alors, comment réagit le banquier à ça? La jeunesse, le taux d'endettement, le facteur risque? Alors, on a déjà beaucoup discuté avec Bertrand, d'aider les jeunes, bien sûr. De toute façon, les jeunes, il y a une offre de financement qui est toujours privilégiée. Mais ça ne se résout pas au taux du crédit. On a aujourd'hui un problème de foncier. Aujourd'hui, on a un taux d'endettement qui s'allonge, pas uniquement par un coût de bâtiment, mais effectivement, on a des montants d'emprunt sur les exploitations qui sont assez nombreuses. Et nous, notre vision des choses, c'est justement d'accompagner la modernisation des outils ou le développement des outils, pas uniquement sur les jeunes. Et justement, on a 50% des exploitations qui vont se céder dans les 10 ans qui viennent. Et plutôt d'accompagner, on est plutôt en réflexion d'offres d'accompagnement, entre guillemets, bonifiées pour des gens qui ont plus de 50 ans, pour avoir des outils conformes et plutôt à main des jeunes agriculteurs. Parce que faire reposer sur les jeunes agriculteurs l'ensemble du coût du foncier, et je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est très important chez nous, plus le coût d'un développement en pommes de terre, c'est quasiment irréalisable. On a la chance chez nous d'avoir 100% des agriculteurs qui sont gérés par des chargés d'affaires spécialisés. Donc quand on étudie un dossier, on sait de quoi on parle, on a des gens qui connaissent le métier. Si c'est pour envoyer un jeune dans le mur, ça ne nous intéresse pas. Donc c'est vrai que ces problèmes de taux d'endettement, ils sont réels. Ce n'est pas en baissant le taux du prêt de 2% qu'on va régler les problèmes. Donc il y a vraiment cette ambition. Et c'est vrai que ce plan d'aménagement des bâtiments qui a eu lieu il y a pas mal de temps a été très bénéfique puisqu'il a accompagné un vrai développement. Mais il n'a pas été fait sur les jeunes, il a été fait sur l'ensemble de la profession. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à pérenniser ce développement-là. Alain en parlait tout à l'heure, 300 millions sur une industrie, c'est 300 millions d'investissements autour de l'industrie. L'agriculture. On a la chance d'avoir un agri-machinisme très développé avec vraiment de la recherche justement et vraiment du matériel qui s'améliore et du top. Donc autour de cette profession, avec des agriculteurs qui sont plutôt des chefs d'entreprise, la réflexion de l'endettement, de toute façon, elle est déjà faite chez l'agriculteur. Quand il voit qu'il faut se mettre 3 millions de crédits en plus sur le dos et que ça ne passera pas. Et ça doit passer aussi sur une régulation au niveau du marché. Nous, banquiers, on a besoin de sécurisation. Sécurisation, c'est des contrats avec des prix. Quand vous avez un jeune qui se lance en production pommes de terre et qui a des prix qui sont garantis pendant les 5 premières années, c'est quand même plus intéressant et plus rassurant, pas que pour le banquier, pour le jeune agriculteur. Donc il y a ces problématiques-là et je pense que c'est très important qu'elles soient figées. On ne va pas aborder trop longtemps ce sujet-là, mais il y a l'assurance récolte. Aujourd'hui, c'est un outil qui existe, qui est mis à disposition de l'agriculture, qui est très peu souscrit. Parce que ça coûte cher, c'est 58 € l'hectare. Donc est-ce que c'est vraiment cher? Et un jour, cette assurance récolte disparaîtra parce qu'elle n'est pas utilisée. Et quand on a ce système assurantiel, plus des garanties de prix, pour nous, le banquier, c'est beaucoup plus facile d'accompagner. Marie-Sophie, très rapidement, que peut faire la région? On a compris que vous étiez d'accord pour y aller sur les bâtiments, il n'y a pas de souci, vous avez vu l'impératif. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour aider les jeunes et les moins jeunes à financer la rénovation ou le développement des bâtiments? Alors, on gère les fonds européens du deuxième pilier de la PAC, donc la région a cette responsabilité, et on a aussi des politiques sur fonds purement régionaux. Mais sur ce premier volet du FEADER, on fait des appels à projets et on en a fait un, ça a été dit par Xavier Bertrand il y a 2 ans, spécifiquement, c'était la première fois depuis très très longtemps qu'on prenait de l'argent de ce FEADER pour aider la filière pommes de terre
qui est une filière qui n'avait pas été considérée comme prioritaire parce que dégageant de la valeur ajoutée et pas forcément la plus pauvre, on va dire ça comme ça. Mais nous, on a eu une appréciation différente avec Xavier Bertrand. Avec la disparition du CIPC, on avait bien capté que ça allait en mettre certains dans la difficulté. Alors malheureusement, on a mis 3 millions d'euros sur la table, on a aidé 159 exploitations, c'est pas mal, mais c'est jamais assez. C'est jamais assez. Alors c'était un début. Je pense qu'il faudrait qu'on renouvelle l'expérience. Les fonds publics ne sont pas tout, mais ils ont un effet levier. Et bien sûr, c'est le secteur bancaire qui a la clé quand même, la clé majeure. Est-ce qu'on va pouvoir dégager plus d'argent dans les années qui viennent? Oui, alors il faudra qu'on se mette d'accord parce que moi j'aime bien dire que je co-gère les fonds européens avec la profession pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté parce qu'on a toujours des volumes financiers. Vous savez, on distribue 150 millions d'euros sur 5 ou 6 ans. C'est pas énorme à l'échelle d'une grande région comme la nôtre où il y a encore 24 000 agriculteurs. Donc il pourrait y avoir 3 fois l'enveloppe. Oui. C'est un vrai sujet par comparaison à d'autres régions où il y a d'ICHN, où il y a la compensation pour les zones de montagne. Non, mais je le dis devant Arnaud Rousseau parce que c'est des sujets, moi je m'interroge aussi sur l'origine de la définition de ces montants d'enveloppe. Parce que nous, on n'a plus qu'à distribuer des montants qui sont prédéfinis et la prochaine PAC, ils seront encore prédéfinis à peu près sur le même calibre, alors qu'il nous faudrait 3 fois plus pour pouvoir aider plus l'investissement. Savoir que quand il y a des fonds européens, nous, on met une contrepartie régionale. C'est ça. Donc, on est prêt à mettre plus d'argent, mais en fait, quelque part, on est un peu bloqué parce que les fonds européens... vous ne pouvez pas mettre plus de votre propre initiative. On peut mettre des fonds purement régionaux, mais vous savez, quand il y a 30% de fonds européens, nous, on met 10% de fonds régions. Donc, avec 1 million d'euros, ça fait 4 millions, quoi, vous voyez, en tout. Et donc, si on veut continuer à mettre plus, ça va nous coûter quand même beaucoup plus cher. Dans un contexte de rareté budgétaire, c'est compliqué. Donc, il vaudrait mieux qu'on ait plus d'argent européen, on mettra la contrepartie, on aura un effet levier beaucoup plus déterminant, mais bon, ça, c'est une autre affaire. Donc, en fait, on est là avec des fonds qu'on exploite au mieux, qu'on co-gère, mais il va falloir qu'on soit d'accord, parce qu'il y a beaucoup besoin d'argent pour l'élevage, il y a beaucoup besoin d'argent pour toutes les filières, tout est pris d'assaut. Et donc, si on prend une somme pour la filière pommes de terre, on la prend à d'autres alors. Au détriment. Et ça sera forcément au détriment. C'est le rôle du politique d'arbitrer, cela dit, mais pas facile. J'aime bien ne pas le faire seul, parce qu'il faut qu'on s'entende avec la profession, c'est tout. Un mot, Bertrand, pour conclure. Oui, simplement un mot. Je pense que vous avez l'avantage aujourd'hui peut-être de faire un choix qui doit être compliqué, et je le comprends, mais d'apporter des moyens pour une filière qui vous donne de la perspective et de l'avenir. Et c'est ça qu'il faut voir aujourd'hui. On en a marre. Il est bon. On en a marre d'aller mettre des pansements, à un moment donné. On n'est pas là pour mettre des pansements. On est là pour créer de la valeur. Aujourd'hui, les industriels sont là. Soyons capables de relever le défi. Et donc, il nous faut des moyens. Laurent, rapidement. Après... Je ne voudrais pas non plus, parce qu'il y a une embellie un peu sur la demande ou quoi, qu'on soit les dindos de la farce au niveau de la production, je parle. Je m'explique. C'est bien d'aller chercher les aides, c'est bien d'aller chercher tout ça, on s'y attelle. Et comme l'a dit, l'argent, elle ne tombe pas du ciel. Donc celui qu'on prend pour mettre dans une filière, il faut forcément le répartir ailleurs. J'insiste aussi parce qu'on peut faire aussi une partie du boulot en interne, j'oserais dire. Il va falloir qu'on chasse un peu en meute. On a les outils pour ça. On a Arvalis qui sur la recherche, donc optimiser le coût. Est-ce qu'on a des bâtiments qui coûtent moins cher que d'autres, de la façon de le gérer, tout ça, je pense qu'on peut avoir. Et tout ça, on a également le GIPT qui est une interpro où on a l'ensemble des acteurs qui sont autour de la table, où on peut avoir une réflexion de dire s'il y a un stop, et là, ce n'est pas un stop, c'est un go. Et un plan d'investissement, on peut regarder à être plus efficace et aussi que l'appel d'offres, parce qu'on voit un peu nos partenaires autour et dans le machiniste
et machiniste pommes de terre, je ne vous explique pas, la flambée, elle Ouais, va, ça monte, hein. c'est exponentiel. Ouais. Alors c'est bizarre, dans des filières moins coûteuses, la Bizarrement. flambée est moins, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'inflation, mais des fois, je le dis ici. Vous nous dites que certains je en profiteraient peut-être. Je pense qu'au GIPT, avec l'ensemble du tissu industriel, on peut peut-être mettre un plan qui permette de maîtriser les coûts par l'optimisation, par la recherche, je l'ai dit, par les instituts, et puis d'arriver à être un peu plus efficient. Troisième enjeu, Bertrand, très rapidement, parce qu'on a fini notre temps. Oui, donc le troisième enjeu, c'est de la durabilité, c'est-à-dire que demain, encore être compétitif. Alors là, aujourd'hui, on voit que depuis ce matin, on dit tous les signes sont au vert, hein, donc quelque part, on a de la perspective. Moi, je dis, il faut qu'elle soit là, mais elle soit durable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que même si on a un développement au niveau Nord-Europe, on se situe tout ça dans un contexte mondial. Et où est-ce que demain, l'Europe, et notamment la France, devront encore être compétitives pour aborder les marchés mondiaux. On a vu hier avec certains agriculteurs le développement des outils pour l'exportation. Ça veut dire que l'attente des industriels, c'est d'avoir des produits dans la région qui soient compétitifs pour attaquer les marchés au niveau mondial. Et donc, il faut vraiment qu'on ait de la lisibilité. Alors, pour moi, c'est de la recherche variétale, parce que pour être compétitif, il faut avoir des variétés performantes qui soient capables de répondre aux besoins des agriculteurs, mais qui soient capables de répondre à la compétitivité et à l'économie du marché. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait une réelle réflexion entre on a dit qu'il y avait 4 pommes de terre, hein, mais la base, c'est le plan. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on revoie quelque part au niveau de l'industrie le schéma de mise en place des plans, de la recherche variétale. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se remette autour de la table au niveau des acteurs pour voir comment demain on est capable de relever le challenge pour avoir la base pour attaquer les marchés. Bon, un mot, parce que c'est un enjeu fondamental ici aussi, la féculerie. Est-ce que la féculerie, on peut la relancer et comment, Bertrand? Moi, je pense qu'il faut quand même regarder ce qui se fait pas si loin de ça de chez nous. Aujourd'hui, le Danemark est un pays où est-ce que les féculeries arrivent à trouver leur marché. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire confiance aux acteurs de terrain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des industriels qui, malgré tout, sont encore présents et qui continuent à y croire. Il faut les aider à ce qu'ils passent peut-être ce cap qui est un peu plus compliqué pour eux actuellement. Mais je pense que c'est un équilibre. On a vu dans le passé que les marchés qui aujourd'hui sont en haut de la table n'étaient pas forcément au haut du panier et que la féculerie était là également pour aider à la compensation. Donc je pense qu'il faut vraiment que, pour l'instant, il y a un besoin de soutien. Il y a sans doute de la recherche à mettre par rapport aux nouveaux marchés qui sont liés à la fécule. Mais je pense que ça reste une filière qui a son avenir. Qui a son avenir encore. Parfait. Un dernier mot, Laurent, un dernier mot de chacun, très rapide, et on passe sur à la la troisième fécule, table ronde. on a une industrie en Hauts-de-France, donc on espère la conserver, et je pense que ça devient un enjeu national. Est-ce qu'on va pouvoir la conserver à vos yeux? Je pense qu'on peut la conserver. On avait déjà alerté les pouvoirs publics en disant attention, il y a un risque. Je parle sous contrôle du président de l'UNPT et le président de la FNSEA. On s'est battu pour qu'il y ait encore une aide couplée sur la fécule, ce qui a été arraché in extremis. Alors, cette aide, est-ce que vous allez me dire, elle peut paraître désuète? Je crois qu'elle est autour de 80-85 €. Je parle sous le président du groupement, M. Brassé, mais je crois que c'est autour de ça. Donc, c'est sûr que c'est peut-être pas suffisant. Il faut peut-être encore l'augmenter si le marché ne répond pas dans la prochaine programmation. Mais je pense que c'est une filière, on va dire pommes de terre fécule, ça ne veut peut-être pas vous parler, mais si on vous parle bioéconomie et tous les espoirs qu'on met sur la bioéconomie, la fécule et cette fécule native, elle a un intérêt. Donc, on se dit, l'industrie biosourcée. il faut avoir une matière première au départ pour faire de la bioéconomie. Donc, et là, on voit tous les champs du possible sur de la valeur ajoutée. Donc, il est peut-être intéressant de ne pas jeter l'eau avec le bébé avec l'eau, ouais. parce que demain on pourrait peut-être le regretter surtout si on perdait la fécule. Voilà. Stéphane, un mot de conclusion. Sur la et après, fécule, nous ce qu'on constate tout simplement, c'est que beaucoup de producteurs de fécule s'orientent vers la conso pour des raisons de prix. Donc voilà, il ne faut pas tourner autour du pot, quoi. Et alors qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça? Aujourd'hui, équilibrer les choses, avoir des prix plus rémunérateurs pour la fécule. C'est pas les 80 €. C'est bien
c'est bien l'aide. Mais c'est pas suffisant. Mais je pense que c'est pas suffisant. Aujourd'hui, c'est peut-être aussi un équilibre des prix avec aujourd'hui des pommes de terre conso qui s'envolent et qui font tourner la tête un peu à tout le monde. Mais c'est la même chose sur le plan, hein. Madame Laine, un dernier mot là-dessus? Non? Vous êtes d'accord La avec même ce qui vient d'être chose, dit? hein, je pense que dès qu'il y a un problème de rémunération, c'est tout, quoi. Il y a une baisse de la production. On a la même chose sur les pois protéagineux, voilà. Donc après on dit il faut faire des plans protéines, oui, mais bon, on les rémunère pas, donc il n'y a pas de production. Donc voilà. Ça marche. Eh ben merci, on peut applaudir nos intervenants. Merci beaucoup. Vous pouvez descendre. Je vais inviter Arnaud Rousseau à monter maintenant sur scène. Merci à vous. Jingle, c'est parti. Arnaud, je vous en prie, montez. Merci, messieurs. Oui, je vous en prie, descendez par là. Merci beaucoup. Merci.